Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Comme nous l'avons déjà dit ce matin, nous allons maintenant entendre la déposition du témoin TCW 338 et non pas 336, qui est le chiffre que j'ai donné ce matin en erreur et que nous corrigeons. Donc, huissier d'audience, veuillez présenter ici au prétoire le témoin TCW 338. Le président. Monsieur le témoin, bonjour. On vous a déjà expliqué l'utilisation du micro. Je vous rappelle qu'avant de répondre à une question, vous devez attendre que le voyant rouge de votre micro soit allumé. Autrement, les interprètes ne pourront correctement traduire vos propos qui ne pourront non plus être enregistrés. Donc, veuillez marquer une pause avant de répondre et attendre l'allumage du voyant rouge. Monsieur le témoin, comment vous appelez-vous? Veuillez décliner votre identité, ici devant la chambre. Réponse. Je m'appelle Kim Vaughan, alias Chaum. Le président. Merci. Et quel âge avez-vous? Réponse. J'ai 53 ans. Question. Où habitez-vous? Réponse. Monsieur le Président, j'habite à Pahi Tebong dans le district de Pailin. Question. Quel est votre métier? Réponse. Je suis fonctionnaire d'État. Je travaille au sein de la direction des télécommunications et de la poste. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Il est décédé. Il s'appelait Peck.
Question. Portait-il un nom de famille? Et témoin, veuillez attendre l'allumage du voyant rouge avant de nous donner vos réponses, sinon nous ne pourrons pas entendre ce que vous avez à nous dire. Veuillez donc nous dire le nom de famille de votre père. Réponse. Mon père s'appelait Kum Pek. Question. Et votre mère, comment s'appelait-elle? Réponse. Elle s'appelait Tuk Stang. Elle est décédée. Question. Comment s'appelle votre épouse? Il s'agit de votre épouse actuelle. Réponse. Elle s'appelle Miss Samyang. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai une fille unique avec ma femme. Le président. Merci. Quel est votre niveau d'instruction? Avez-vous appris à écrire et à lire le Khmer? Réponse. Dans ma jeunesse, pendant l'Ancien Régime, je ne suis pas allée à l'école très longtemps. Simplement, pendant les 7 premières années, je suis allée à l'école. Question. Aujourd'hui, savez-vous lire et écrire le Khmer? Réponse. Oui, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Monsieur Kim Von, d'après les indications du greffier et d'après ce que vous en savez, vous n'avez aucun lien de parenté avec des parties ou parties civiles du dossier 002 et vous n'avez pas de lien de parenté avec les accusés Nunchia, Kyosampan et Yengsari. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact, mesdames et messieurs les juges. Le président. Le greffier nous indique également que vous avez déjà prêté serment le 15 août 2012. C'est exact? Réponse. Oui. Le président. Je vais donc vous informer de vos droits en tant que témoin ici devant cette chambre. En tant que tel, Monsieur Kim Voon, vous êtes en droit de refuser de répondre ou de vous livrer à des déclarations pouvant vous emmener à vous auto-incriminer. Vous disposez donc du droit à ne pas vous incriminer. En même temps, vous êtes témoin et vous êtes obligé de déposer ici devant cette chambre en répondant à toutes les questions que les parties et que la chambre vous poseront. À l'exception de toute déclaration ou de réponse qui pourrait vous incriminer, dans ce cas, vous êtes en droit de ne pas répondre. En tant que témoin, vous avez l'obligation de dire la vérité et rien que la vérité sur la base de vos souvenirs des événements dont vous avez été témoin pendant cette période. Comprenez-vous ces droits et obligations?
Réponse oui. Le président. Merci, Monsieur Comeau. Avez-vous eu des entretiens avec les enquêteurs des co-juges d'instruction au cours des dernières années, avant votre comparution d'aujourd'hui? Le cas échéant, pouvez-vous nous dire combien d'entretiens vous avez eu avec ces enquêteurs et où se sont-ils tenus? Réponse. J'ai donné 3 entrevues. Mais il n'y a eu que 2 documents officiels faisant état de ces entretiens. Le président. Vous souvenez-vous où et quand ces entretiens ont eu lieu? Réponse. Je crains ne pas me souvenir du lieu et de la date exacte, mais je me souviens qu'il y en a eu 3. Question. Mais pouvez-vous nous dire où ils ont eu lieu? Réponse. C'était à mon bureau, au bureau des télécommunications de la province. Le président. Vous dites avoir été entendu à 3 reprises, mais qu'il n'y a que 2 procès-verbaux. Que s'est-il passé? Réponse. La 3e fois, j'assistais à un atelier sur la planification et le développement. Et les enquêteurs ne pouvaient pas m'attendre et ils ont dû aller faire autre chose. Le président. Merci. Avant de venir dans le prétoire, avez-vous eu la possibilité de relire les procès-verbaux de ces entretiens que vous avez donnés avec les enquêteurs des co-juges d'instruction? Réponse. En effet, je les ai parcourus. Le président. D'après vos souvenirs, pouvez-vous nous dire que si ces procès-verbaux sont conformes à vos souvenirs de ce que vous avez dit aux enquêteurs? Réponse. Oui. Le président. Merci. La Chambre donne maintenant la parole à l'accusation pour son interrogatoire du témoin. La Chambre informe aussi les parties que les procureurs disposeront d'un quart de journée. Que chacune des parties aura un quart de journée. Chacune des parties aura donc un quart de journée pour ces questions. Elles peuvent donc choisir les questions les plus importantes à poser aux témoins. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, savants collègues. Bonjour à tous
et toutes. Bonjour, monsieur Kim Woon. Je représente le bureau des coprocureurs. J'ai quelques questions à propos de l'imprimerie. Si vous avez des difficultés à comprendre mes questions, veuillez, je vous prie, me demander de préciser ou n'hésitez pas à me demander de répéter. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur vos déclarations au juge d'instruction. Vous avez dit qu'en février 1971, vous aviez travaillé à l'imprimerie du Front dans le district de Samtok, près de la rivière Chinet. C'était la base de Pol Pot. Et ceux qui s'occupent... C'est Pang qui dirigeait ce bureau. On retrouve ces informations dans le document à la page 00357197 en khmer. En anglais 00365642. Et en français, le RN est le 0048 54 29. J'ai donc des questions à vous poser. Pourquoi êtes-vous allé travailler à l'imprimerie centrale et pas ailleurs? Réponse. À l'époque, sous le FUNC, le leadership central est venu à la base. Et j'avais des amis, parmi les frères plus âgés, qui m'ont convaincu de quitter le village pour aller travailler au niveau du district. Au village, je travaillais pour le groupe des jeunes nationalistes. Je n'avais pas le choix. Je n'avais que ma mère. Et je ne pouvais pas la laisser. Mais les frères plus âgés m'ont convaincu de me joindre au groupe. Finalement, on m'a dit que je pouvais revenir au village, enfin on m'a convaincu d'aller au district et que je pouvais revenir au village, mais si je travaillais au district, je devais travailler pour les militaires. À l'époque, j'étais orphelin. អរគុណលោកខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកវុនបន្តទៀត Le procureur. Merci, monsieur le témoin. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Avez-vous eu des acquis, c'est-à-dire des compétences en imprimerie avant d'avoir le travail? Mais je pouvais écrire le khmer assez bien. Et je pouvais faire des tâches de bureau. Question. Quel âge aviez-vous à l'époque? Le président. Monsieur le témoin, nous vous rappelons
rappelons de veuiller attendre que votre micro soit allumé pour répondre. Monsieur Wainwright, j'aimerais répéter la question. Vous dites que vous n'aviez pas le choix de travailler à l'imprimerie. Mais quel âge aviez-vous quand vous avez travaillé là? Réponse. J'avais plus de 10 ans. Question. Dans vos déclarations au juge d'instruction, vous avez dit que vous aviez 12 ans à l'époque. Et ma prochaine question était de savoir, est-ce que les autres gens qui étaient recrutés pour travailler à l'imprimerie étaient des jeunes de 12 ans, comme vous? Y avait-il que des jeunes de 12 ans, en fait? Veuillez, je vous prie, attendre de voir la lumière rouge de votre micro s'allumer pour répondre. Réponse. À l'époque, beaucoup de gens aussi jeunes que moi se sont vus demander de venir travailler. Et certains des membres de ma famille, qui étaient des enfants, se sont vus attribuer des tâches avant moi. Question. Donc, à part vous-même, d'autres enfants ont été recrutés à l'imprimerie. Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos premières impressions quand vous avez commencé à travailler à l'imprimerie? Réponse. On m'a affecté à une tâche. Et lorsque l'on confiait une tâche à quelqu'un, il fallait travailler de façon efficace, car c'était l'ordre qui nous était donné. Question. Bon, l'imprimerie, vous avez dit qu'elle était dans le district de Santok, le long de la rivière Chinit. À quelle distance l'imprimerie était-elle de l'endroit où restait Pol Pot? Réponse. L'imprimerie était quelques kilomètres de là où il était. C'était dans la jungle. Question. Quand vous avez commencé à travailler à l'imprimerie, combien de temps s'est écoulé avant que vous rencontriez Pang? Réponse. Je devais rester au bureau T40 à Bangalore. Et je devais traverser je devais franchir le fleuve Chinit au kilomètre numéro 3 pour aller à l'eau 64. Et c'est là que je restais, le procureur. Donc ma question portait sur Pang. Quand avez-vous rencontré Pang? Et Pang était-il responsable de l'imprimerie? Réponse. D'abord, je ne l'ai pas rencontré. Mais plus tard, j'ai su que ce bureau était sous sa supervision. Question. Quelles étaient vos compétences? Quelle était votre spécialité? Réponse. J'écrivais bien. Donc, on m'a dit d'écrire sur du papier.
Je devais donc m'exercer dans ma calligraphie. On m'a dit de me pratiquer, de m'exercer à écrire tous les jours. Question. Pouvez-vous vous souvenir de ce que vous écriviez? Pouvez-vous nous parler un peu de cela? Réponse. J'ai appris à écrire sur le papier. On utilisait des stylos. Et puis il y avait des pages en dessous. On pouvait écrire sur la première page. Et ensuite il y avait une copie carbone sur d'autres feuilles avant d'être imprimées. Question. Mais vous souvenez-vous du contenu, de la teneur de ce que vous écriviez? Pouvez-vous nous donner un exemple? Réponse. Eh bien, d'abord, on a préparé un petit dépliant à propos de Cow Neal. Le procureur, je pense, j'ai raté ce que vous avez dit. Pouvez-vous nous répéter le cahier en question, le dépliant? De quoi traitait-il? Réponse. Le cahier sur lequel je me suis exercé. Non, on m'a demandé d'écrire sur une feuille de papier pour que cela soit reproduit en 3 exemplaires, au moins. Puis là, on en a fait une brochure. Et c'est à propos de quelqu'un du nom de Cow Neal. C'était un activiste, enfin un militant de la résistance. Un ancien militant. Question. Je vous remercie. Vous avez dit avoir rencontré Pang plus tard, à l'imprimerie. Combien de personnes étaient-elles là? D'autres jeunes comme vous, à l'imprimerie. Le président. Monsieur le témoin, nous aimerions vous rappeler qu'il faut attendre que votre micro soit allumé pour répondre. Sinon, on ne vous entend pas. Question. J'aimerais répéter la question. Vous avez dit, plutôt, que Pang était la personne responsable de l'imprimerie. J'aimerais donc savoir combien de gens ont été recrutés pour travailler à cette imprimerie. Et combien de jeunes, d'enfants aussi jeunes que vous. Combien y en avait-il à cet endroit? Réponse. Au début, il n'y avait que 2 enfants. Moi et une autre personne du nom de Hall. Puis, des gens de Cratier sont venus. Il y avait les frères. Au début, il n'y avait que 4 personnes. Il n'y avait que 4 personnes pour démarrer cette imprimerie. Question. J'aimerais savoir, de votre part, quel type de documents était produit dans cette imprimerie?
Réponse. Il y avait d'autres documents qu'on nous avait affectés, enfin, à la réaction desquels on nous avait affectés. Il y avait aussi des documents à propos des affaires du front, des nouvelles qui devaient être envoyées aux stations de radio, que l'on avait imprimées dans notre imprimerie. Et il y avait aussi le télégraphe, qui permettait d'envoyer des télégrammes aux frères dans le Nord, par exemple. Question. Avez-vous jamais vu que l'on imprimait des exemplaires de Tanda révolutionnaire ou de Jeunesse révolutionnaire à l'imprimerie? Réponse. Dans cette imprimerie, seuls les documents qui portaient sur le front étaient imprimés. Question. Vous souvenez-vous du type d'information à propos du front? Si vous vous en souvenez, veuillez nous le dire. Réponse. Mais les affaires relatives au front comprenaient des nouvelles du champ de bataille, des déclarations des leaders en français ou en latin, moi j'étais attaché à l'imprimerie et ma seule tâche était d'écrire. ខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើឯកសារទាំងនោះ Question. J'aimerais savoir si ces documents étaient dactylographiés ou étaient-ils écrits à la main avant d'être imprimés? Une réponse. À l'époque, les documents étaient surtout écrits à la main. Puis, ils étaient reproduits sur papier et envoyés à l'impression. Question. Avez-vous jamais lu ou révisé plutôt le contenu de ces documents? Réponse. Oui. J'ai lu le contenu afin d'essayer de comprendre avant de me mettre à écrire. L'accusation, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais projeter un document à l'écran. Il s'agit du document E3/637. E3/637 portant le ERN en clair 0044 23 32. En anglais 0074 09 38 et en français 0075 21 74. Je voudrais le lire aux témoins et s'il comprend le contenu de ce document, je voudrais ensuite lui poser une question. Cela s'appelle bravoure,
le courage du peuple cambodgien et de la libération et de ses forces armées dans le pays. Deuxième citation, bravo, notre peuple a connu de grandes victoires ainsi que des victoires des forces armées du Kampuchea dans les champs de bataille. Vous avez dit avoir relu ces documents, que vous aviez l'habitude de lire les documents. Est-ce que vous avez lu tous les documents envoyés à l'imprimerie pour y être imprimés? Le président, Monsieur Kim Voon, êtes-vous en mesure de répondre à cette question? Si ce n'est pas le cas, puisque vous n'en avez pas de souvenir, vous pouvez demander au procureur de répéter sa question ou alors il peut passer à une autre question. Le témoin, Monsieur le Président, pourriez-vous demander au procureur de répéter sa question? Le coprocureur, merci Monsieur Kim Voon. Je vous ai lu un extrait de ce document. Dans lequel on trouve les phrases « Vive le peuple et les forces armées populaires de libération nationale du Kampuchea, de tout le pays, et vive la grandiose victoire du peuple et des forces armées populaires de libération nationale du Kampuchea sur tous les champs de bataille. » Avez-vous jamais entendu ces slogans et ont-ils été imprimés dans l'imprimerie où vous travaillez? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. C'est-à-dire, vous ne vous souvenez pas de l'impression de ces slogans ou vous ne vous souvenez pas des slogans eux-mêmes? Réponse. Ces deux slogans étaient assez fréquemment utilisés à cette époque. Le procureur, merci. Je vais maintenant vous lire un autre extrait du document E3/637. Pour savoir si vous vous souvenez de l'impression de ces phrases. En khmer, donc ERN 0044 23 28. En anglais 0074 09 33. En français 0075 21 70. Où nous lisons donc les phrases qui suivent. Des prisonniers de guerre ont été arrêtés. 2 bataillons d'Aigles Noirs
ainsi que d'autres renforts ont été écrasés, tués, ont déserté et faits prisonniers de guerre. D'après nos indications, 1500 militaires de l'ennemi, y compris des centaines de colonels, de capitaines, de lieutenants et de sous-lieutenants, ont été anéantis alors que des dizaines de milliers de personnes ont été libérées. Ensuite, les forces armées de libération du Kampuchea Six positions importantes ont été libérées et 1200 soldats ennemis ont été éliminés, tués et blessés. Certains ont déserté et ont été arrêtés comme prisonniers de guerre. Vous rappelez-vous ces déclarations, monsieur le témoin? Réponse. À cette époque, nous avons diffusé ces déclarations à la radio et les avons imprimées dans des revues. Le procureur. Merci, monsieur Kim Woon. Je passe. Donc, suite à la publication de ces documents, a-t-on diffusé ces documents? Les documents ont été distribués dans les bases, notamment dans les zones libérées. Question. Qui est venu chercher les documents pour les distribuer dans les zones libérées d'après vos souvenirs? Réponse. Une fois imprimés à l'imprimerie, les livres étaient distribués par des messagers dans les zones libérées et dans les bases. Question. Avez-vous jamais participé à la diffusion, la distribution de ces documents? Généralement, à cette époque, les différentes tâches étaient clairement reparties. Chacun devait s'occuper de ses affaires. Si cela ne relevait pas de mes responsabilités, je ne devais pas le faire, je ne devais pas distribuer des documents. Je devais m'occuper de mon travail à l'imprimerie et c'est tout. Question. Pourquoi n'étiez-vous pas autorisé à distribuer ce document? Était-ce parce qu'il était de nature confidentielle? Réponse. En fait, je travaillais à l'imprimerie et je n'étais pas censée sortir de l'imprimerie. C'était au messager de distribuer ces documents. Question. Vous dites ne pas avoir été autorisé à travailler en dehors de l'imprimerie elle-même. Aviez-vous l'impression que votre liberté de mouvement était restreinte à cette époque? Réponse. Généralement, il fallait faire son travail dans le secret le plus absolu, sinon nous risquions de devenir une cible et d'être bombardés, donc il fallait garder le secret. Si un endroit en particulier pouvait être localisé,
nous risquions un bombardement. Donc, nous n'étions pas autorisés à sortir librement à cette époque. Question. Qui vous a dit que cette activité devait rester secrète? Qui vous a prévenu de ne pas quitter votre lieu de travail? Réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait que 4 membres, mais par la suite, d'autres personnes nous ont rejoints. Par la suite, c'était les directeurs qui dirigeaient cet endroit qui m'ont ordonné de ne pas quitter les lieux. Question. Je passe à une autre question concernant votre travail. Vous étiez un jeune homme, donc combien de jours par semaine devez-vous travailler et combien d'heures par jour de repos vous a-t-on accordé? Réponse. En temps de guerre, il fallait clairement repartir les tâches, peu importe l'âge, il fallait s'entraider et faire tout ce qu'on savait faire. Par exemple, préparer à manger pour tout le monde ou transporter de l'eau. Il fallait s'entraider. Par exemple, à l'époque, nous vivions dans la forêt. Il fallait donc rappeler aux autres les risques sanitaires, les risques d'infection. Il fallait garantir l'hygiène, bien organiser les toilettes pour éviter les maladies. Il fallait installer les moustiquaires et les hamacs. Et tout particulièrement, il fallait rester vigilant vis-à-vis des bombardements aériens. Il y avait différents travaux à faire qu'il fallait faire à tour de rôle, mais c'est quelque chose qu'il fallait faire tout le temps. Il fallait travailler sans s'occuper du travail des autres et sans s'inquiéter, sans compter les heures. Question. Vous dites donc que vous aviez beaucoup de choses à faire. Vous étiez très jeune à l'époque. Avez-vous jamais rencontré les dirigeants du front? Et si oui, lesquels? Réponse. Les dirigeants, celui que je savais être un dirigeant était Hem. Question. Je n'ai pas très bien entendu votre réponse. Pourriez-vous répéter votre réponse? Qui étaient les dirigeants du front? Est-ce que vous connaissiez leur nom officiel ou révolutionnaire? J'étais très jeune, je ne connaissais que le frère Hem, qui y venait de temps en temps. Plus tard, j'ai appris que le frère Hem était réellement Monsieur Khieu Samphan. Question.
lorsque vous avez rencontré le frère Hem de son nom révolutionnaire, où l'avez-vous rencontré? Que faisait-il à ce moment-là? Donc, en fait, ce que je veux savoir, c'est où l'avez-vous rencontré et pourquoi était-il là? Réponse. Le frère Hem venait à l'imprimerie à cette époque. Parfois, il passait simplement dire bonjour. Et à d'autres moments, il apportait de la nourriture pour les employés de l'imprimerie, pour les motiver à poursuivre la lutte. L'accusation. Merci. Monsieur le Président, j'ai terminé mes questions et je voudrais céder la parole à mon cher confrère. Merci. Mr. President, Your Honours, can I... Le co-procureur international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je tiens à me présenter. Je m'appelle Keith Rayner. Je suis avocat au barreau en Angleterre. Monsieur Kim, j'aimerais revenir à un certain nombre de questions qu'on vous a posées et vous demander des précisions. D'abord, en ce qui concerne les déclarations des dirigeants. Vous venez de dire ici au prétoire, il y a quelques instants, que les affaires du front comprenaient des nouvelles provenant des champs de bataille et les déclarations des dirigeants en français et également des télégrammes. Lorsque vous étiez employé à l'imprimerie à partir de 1971, à quelle fréquence est-ce que des déclarations des dirigeants arrivaient à l'imprimerie? Réponse. En fait, à cette époque, il y avait de nombreux documents. D'habitude, les dirigeants ne venaient pas eux-mêmes à l'imprimerie. La plupart du temps, c'était des messagers qui apportaient ces documents à l'imprimerie. Question. Êtes-vous resté à cette imprimerie de 1971 jusqu'en 1975 au même endroit ou non? Réponse. En fait, il a fallu changer d'endroit, d'après mes souvenirs, à 3 reprises. La première fois, c'était à Chinit Triburi et ensuite, deuxièmement, au bureau 24. Et plus tard, l'imprimerie a été déplacée à B20. Après 1975, elle a été déplacée à un endroit proche du stade olympique. Question.
Ai-je raison de dire donc que vous avez continué à occuper un poste lié à l'imprimerie de 1971 jusqu'en 1975 lorsque vous avez travaillé proche du stade olympique? Est-ce exact? Réponse: oui, c'est exact. Question: pendant cette période de 1971 à 1975, qui décidait de ce qui devait être publié? Réponse: je n'avais pas connaissance de ce type de détails, mais normalement, nous recevions les documents de la part des messagers. C'était rare que les dirigeants nous apportent des documents. La plupart du temps, c'était des messagers qui nous les livraient. Question: vous avez également dit que des nouvelles étaient transmises à la station de radio. Où se trouvait la station de radio par rapport à l'imprimerie? Réponse: la station radio du Funk était basée en Chine. Parce qu'à cette époque, nous pouvions leur envoyer des articles avec des nouvelles par télégramme pour être diffusées. En 73, 74 et 75, ils ont créé une station de radio à B20. Et ça, c'était proche de l'imprimerie. Question: vous avez dit que à un moment donné, l'imprimerie se trouvait à B20. Et où se trouvait B20, justement? Réponse: d'après mes connaissances, B20 était dans le district du Stongtrong, dans la jungle, où il y avait aussi des plantations d'EVA. Il y avait des terres fertiles. Question. Ma question suivante. Donc, vous avez dit être arrivé à Phnom Penh en avril 1975. Je vais vous demander de vous référer à la date d'avril 1975 comme repère. Donc, avant avril 1975, quand êtes-vous allé à B20 pour la première fois? Et combien de temps y êtes-vous resté? Réponse. Peu de temps avant la libération de Phnom Penh, j'étais à B20. À cette époque, l'équipe de l'imprimerie n'a pas été déménagée à Phnom Penh. Ils ont d'abord déplacé ceux qui travaillaient à la radio. Vers le 20, à peu près, je me suis rendue à Phnom Penh. Nous avons traversé Prek Dam et nous sommes passés devant l'hôpital pour arriver à Phnom Penh. Il a fallu prendre le bateau pour arriver à Phnom Penh puisque les routes
été coupé à divers endroits. Il a fallu donc emprunter la voie fluviale pour arriver à la capitale. Question. Je vais vous demander de m'aider et de définir en termes de jours, de semaines ou de mois, pendant combien de temps avez-vous été basé à B20, à Stormtrong, vous personnellement? Réponse. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée, mais au moins 10 ans. Question. Dans la traduction anglaise, j'ai entendu que vous étiez à B20 pendant 10 ans. Est-ce que ce vous avez dit, est-ce ce que vous vouliez dire? Réponse. Non. C'est inexact. Parce que la guerre n'a duré que 5 ans, donc je n'aurais pas pu y rester plus longtemps que cela. J'étais à cet endroit durant cette période des 5 années, mais je ne me souviens pas de la durée exacte. Question. Peu importe la durée, mais est-ce que l'imprimerie a fonctionné et a publié des documents pendant l'ensemble de cette période? À B20. Réponse. Je suis restée... Je continuais à faire partie de l'imprimerie, même si cette imprimerie s'est déplacée à plusieurs reprises. J'ai continué à y travailler, même à Phnom Penh. Et je les aidais à rédiger les titres des articles. J'ai aidé avec d'autres activités d'édition telles que des couvertures, des documents imprimés et également je m'occupais des images pour les magazines. En fait, je m'occupais plus de l'écriture que des aspects techniques de la publication. Par la suite, j'ai travaillé dans le service presse des journaux et j'ai aidé à publier des revues photos. Le président, merci Monsieur le procureur, merci Monsieur le témoin. Nous sommes arrivés à l'heure du déjeuner. Nous allons donc suspendre l'audience et reprendre à 13h30. Huissier d'audience, veuillez aider le témoin pendant la pause déjeuner et le raccompagner ici au prétoire à 13h30. La parole est à la défense de Nguyen Chia. Maître Pao. Merci, Monsieur le Président. Notre client a exprimé le souhait de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention. En effet, il souffre de maux de tête, il a mal au dos et souffre généralement de sa concentration. Nous avons préparé le document idoine. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande de Nguyen Chia présentée par le truchement de sa défense, demande par laquelle il demande de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal. Et ce, pour le reste de la journée, il évoque des difficultés de concentration et mal de tête. Il ne peut demeurer assis pendant de longues périodes. La Chambre fait droit à la demande et permet donc à Nguyen Chia de suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire.
Nunchia a renoncé plutôt expressément à son droit de participer directement à l'audience. La défense doit remettre immédiatement à la Chambre le document par lequel Nunchia renonce à son droit, sur lequel doit figurer sa signature ou l'empreinte digitale. Et la Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la salutation temporaire, de sorte à ce que Nunchia puisse suivre les débats. Garde de sécurité, veuillez conduire Nunchia et Kyo Sampan aux cellules de détention temporaire respectives et ne ramenez que Kyo Sampan au prétoire à la reprise des débats. L'audience est suspendue. Veuillez vous lever.